Bienvenue à tous nos auditeurs sur Premier Pas FOH, le podcast qui éclaire la gestion de l'humain dans l'entreprise. Je suis Pascal Lafaille, consultant et formateur en facteurs organisationnels et humains. Alors, dans une grande majorité des organisations, on observe un plancher qui soit un plancher humain. Euh, et on sait que une des causes vient souvent du management. Alors, le management, on le voit, on l'observe sur le terrain, des problèmes de formation ou des managers qui ont été propulsés vers le haut en hiérarchie plutôt que d'être propulsés en compétences. Mais est-ce que il ne pourrait pas y avoir d'autres outils en management, comme par exemple le management visuel? Peut-être avez-vous déjà entendu ce terme-là, management visuel, sans savoir ce que c'est. Bien, aujourd'hui, on va essayer de découvrir un peu ce milieu-là, de dégrossir ça et de voir justement les atouts que cela pourrait avoir pour vous dans votre organisation. Alors, pour nous accompagner dans cette discussion, j'ai vraiment le plaisir d'accueillir aujourd'hui un invité. Je vous demande, et on va recevoir Loïc Langlois de la société OVNI Graphics. Bienvenue Loïc. Merci, bonjour Pascal. Bonjour Loïc. Alors avec Loïc, nous avons déjà échangé sur son métier, son approche, et j'ai vraiment relié ça à une de mes spécialités qui est l'attention et la concentration au travail, et comment améliorer ce sur quoi les personnes doivent être focalisées, ce sur quoi elles doivent porter leur attention. Et donc ça peut être dans des process, dans des organisations, mais des fois ça suffit pas de mettre des règles. Et des fois, bien j'ai découvert dans l'activité du management visuel un aide supplémentaire au passage à l'action des salariés dans l'entreprise. Mais Loïc va nous présenter ça plus en détail. Alors Loïc, je te propose de te présenter de la façon dont tu le souhaites. Oui, merci Pascal. Tout simplement, je travaille dans l'image depuis 35 ans, homme de communication et d'image. J'ai commencé donc il y a un peu plus de 35 ans dans le packaging, c'est-à-dire dans l'image très très proche du produit. L'image qui englobe, qui enferme un produit ou qui l'affiche, qui le présente, doit être le plus près possible de son aspect, de son goût. Voilà, c'est une image très juste, la plus juste et la plus fidèle qui soit. Et j'ai gardé cet état d'esprit et ensuite j'ai beaucoup travaillé sur l'image de marque, sur la communication en entreprise, surtout sur la communication interne. Et il y a une quinzaine d'années, j'ai découvert que je pouvais étendre ce travail de l'image. Alors l'image, je mets l'image avec un I majuscule puisqu'il s'agit du travail sur les images qui construisent et constituent une marque, une entité, une équipe, une entreprise. Donc je travaille en co-réfléchissant, en co-construisant, en co-développement des images au service de tous les messages que l'entreprise souhaite véhiculer et partager. Et tout cela afin de lui construire une image, une culture d'image la plus correspondant la plus possible à ce qu'elle souhaite montrer. Voilà en gros. Ok, bon, déjà c'est alléchant. Ça permet on va voir tout ça. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au management visuel? Enfin, qu'est-ce qui t'a Euh, amené, parce que en faisant mes recherches, j'ai vu que tu avais travaillé au Togo, dans la partie marketing, image, mais qu'est-ce qui t'a intéressé à travailler à ça? Oui, le passage africain était très intéressant. J'ai travaillé 5 ans pour la CDAO sur la mise en place de l'accompagnement d'un programme pour l'assurance automobile au sein de la CDAO. Mais le sujet n'est pas là. Le management visuel, c'était il y a une quinzaine d'années. Je m'occupais de la communication interne et de quelques projets, quelques produits marketing. On était pas mal d'agences à travailler pour une grosse entreprise pharmaceutique qui fabriquait des seringues, qui fabrique toujours des seringues en verre. Donc un métier très ancien avec pratiquement des souffleurs de verre ou des machines à souffler le verre d'un côté et de l'autre côté des salles blanches en remplissage de vaccins ou de produits directement injectables. Et donc il y a une quinzaine d'années, le directeur du site me fait savoir qu'il veut me voir. La communication lui a parlé de nous, de mon équipe.
Et il me dit, voilà, j'ai un gros problème, j'ai de plus en plus de visites, de visiteurs, de clients qui veulent visiter l'usine de production, même des partenaires, des assureurs, des banquiers, etc. De plus en plus de visites sont demandées sur le site. Et je n'arrive pas à faire comprendre que les métiers artisanaux qui ont 50 ans dans des bâtiments qui ont été construits à l'époque, qui n'ont pas beaucoup bougé depuis, qui sont des métiers où on est encore en bleu de travail, on travaille dans la graisse des machines, comment ces métiers sont-ils les mêmes? Portent-ils la même image de l'entreprise que ceux qui sont à l'autre bout de la chaîne, où là, il y a des équipes en tenue particulière, en travaillant en atmosphère contrôlée et dans des zones ultra protégées? Comment est-ce que je fais pour donner une seule et même image? Et voilà, donc la question a été posée. J'ai travaillé ensuite 7 ans avec ce directeur de site pour développer le management visuel dans tous les postes sur lesquels nous avions imaginé qu'il était intéressant de travailler. Voilà, donc c'est vraiment une rencontre sur le terrain. Et ensuite, j'ai trouvé le sujet tellement passionnant que j'ai continué sur ce domaine-là. Je fais toujours de la communication globale, de la communication d'image à côté, mais l'essentiel de mon métier, c'est le management visuel. Hmm. Ok. Voilà, est-ce que j'ai répondu à... Oui, oui, ça va nous permettre ça commence on commence à comprendre un peu le champ d'application, enfin, un des champs d'application, mais en tout cas, peut-être un objectif un des objectifs que peut avoir une entreprise, par exemple, au travers de cet exemple. Alors, on va essayer de faire ce podcast selon trois axes. Le premier, ben, c'est un peu qu'est-ce que le management visuel et puis voilà, quels sont ses leviers, ben, voilà, un peu à quoi il sert. Tu as déjà donné un petit exemple, hein, ça permet de mettre l'eau à la bouche à la suite. Euh, Quels sont aussi, je dirais, les pièges à éviter ou les points d'attention qu'on peut avoir avec le management visuel? Et puis aussi, ben, je pense que c'est comme toute action liée à l'image ou liée à d'autres sujets, ben, c'est un investissement. Voilà. Et comment un investissement sur l'image peut avoir quelles répercussions toi, tu as pu observer, quels sont tes retours là-dessus? Voilà, ça va être intéressant pour les gens qui nous écoutent de savoir, ben voilà, si demain je m'intéressais au management visuel, voilà, ça peut avoir Est-ce rentable? Est-ce est- rentable? est-ce Est-ce rentable? rentable? Voilà. Est-ce que j'ai un Voilà, retour sur investissement? absolument. Voilà. Oui, Et de quel ordre? Voilà. oui, Alors tout à moi, j'ai fait. déjà une petite idée parce que j'ai déjà vu des choses que tu fais au travers de catalogues et autres que tu fais. Et bon, voilà, moi, dans mon métier, j'en vois vraiment les retombées et surtout ta philosophie, mais que tu vas expliquer après. Allez, nous voilà pour la première partie. Donc, Loïc, on va essayer de comprendre un peu plus ce management visuel et un peu ce qu'on peut faire avec. Alors, est-ce que déjà tu peux nous dire d'où ça vient, le management visuel? Alors, je ne vais pas avoir la prétention de faire l'historien, étant donné qu'aujourd'hui, le management visuel, il y a beaucoup d'approches différentes, mais tout parle de toute façon un peu de la même chose. La première fois que moi-même j'ai été confronté à ce mot, c'est au sein d'un livre qui a été écrit en 1992, donc vous voyez, ça fait plus de 30 ans, par un certain Michel Graeff, qui était ancien pilote d'industrie et qui ensuite a fait beaucoup d'interventions là-dessus et qui a écrit un livre qui s'appelle L'usine s'affiche. Et cette notion de management visuel a démarré là. Le management visuel est né avec l'accompagnement, la mise en place d'outils de lean, de suivi de lean très pointus. Donc le lean, on ne va pas rentrer dans le détail, c'est une culture qui vient de la fabrication automobile chez Toyota au Japon et qui avait pour but d'optimiser au maximum les espaces de travail, les process de travail pour avoir une efficacité la plus parfaite possible. Ces méthodes japonaises qui ont été toujours très critiquées, qui datent aussi un petit peu d'une autre époque, sont parties vers les États-Unis et le Canada et sont revenues en France. Et cette transition, cette arrivée sur la France a été beaucoup adoucie par le fait que la France a toujours été tournée vers le bien-être des travailleurs, chose que vraiment on peut reconnaître dans l'état d'esprit français, dans la culture française,
le bien-être du collaborateur est très important. Et aujourd'hui, c'est même l'une des données principales qui est mise en avant à travers le RSE, par exemple, qui est très à la mode, sur lequel tout le monde se penche. Donc, le management visuel, c'était ces deux mots. Comment est-ce que les managers ou les équipes de pilotage ou les responsables d'équipe, une petite équipe, deux, trois, quatre personnes, il y a toujours un responsable, un leader qui mène son équipe. Comment est-ce que ce manager peut s'appuyer sur des outils visuels, c'est-à-dire qui vont euh, simplifier la passation des informations, l'échange d'informations pour accompagner son management. Il y a une petite phrase qui est parfaite que j'ai extraite de ce livre de Michel Grief qui dit: ce qui doit être su est visible, ce qui est visible est lisible. Donc, imaginez un espace industriel ou un espace de travail, vous le connaissez tous, les murs sont couverts de tas d'informations, d'autocollants, de notes accrochées, de signalétiques, de plein de choses qui s'empilent, qui s'empilent. Et tout le monde part d'un réflexe qui a toujours été là, c'est: ah bah tiens, je dois faire passer une information, je l'accroche, donc j'ai fait mon travail, j'ai fait passer l'info. Est-ce qu'elle est au bon endroit? Est-ce qu'elle est à la bonne dimension? Est-ce qu'elle est là pour être lue? Est-ce qu'on s'arrête dans cet endroit-là du couloir pour lire un document A4, etc. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Donc voilà, moi, je me suis emparé de toutes ces questions-là. Et avec ce premier pilote d'industrie, il y avait 1200 collaborateurs sur un espace de plus de 70 000 mètres carrés. Voilà, sur 7 ans, on a attrapé tous les sujets les uns après les autres, un petit peu en mode recherche. Et, euh, et voilà, et on a construit une culture du management visuel. Je me suis approprié, on ne va pas dire qui est la mienne, mais euh, voilà le management visuel. Ok, ça me rappelle un vieux post que j'avais mis sur LinkedIn, justement sur les murs où il y a beaucoup, plein de papiers et d'informations, et l'information importante pour l'opérateur, elle est noyée au milieu et il ne la voit Oui, pas, oui, quoi. oui. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est, je ne sais pas si j'anticipe un peu, mais pour moi, il y a trois piliers sur le management visuel. Et Vas-y. je donnerai une explication après plus précise pourquoi cet ordre-là. Mais le premier pilier du management visuel, c'est le Lean, l'accompagnement du Lean, c'est-à-dire l'accompagnement de tous les espaces, de tous les moments où une équipe, quelle qu'elle soit, a de l'information à recueillir, à partager, à transmettre. Tout le monde tout le monde n'a pas un ordinateur. Il y a beaucoup d'équipes de production où les collaborateurs ne sont pas devant un ordinateur, ne sont pas en bureau, sont vraiment dans de la production dure, et l'accès à un ordinateur est quelque chose d'accessoire pour eux. Donc, quels sont les outils qui sont mis en place pour qu'ils puissent échanger en temps réel de l'information? Hmm. Donc, s'intéresser à ces moments des rituels d'équipe, les moments de réunion journalière, hebdomadaire, mensuelle, etc., où on a des informations à faire passer, tant des choses dans le flux de ce qui est à faire que dans la correction des erreurs que l'on a pu constater, etc. Le management visuel peut apporter des outils faciles, très interactifs, qui permettent à chacun d'afficher ses propres informations, de constater ses propres informations, de les partager avec les autres. Il y a vraiment une prise en main de chacun sur l'information qui est transmise et partagée. On ne fait pas ça n'importe comment. On ne va pas accrocher des tableaux dans tous les sens. L'univers visuel de l'entreprise est très important, il est très complexe. Les murs peuvent raconter des histoires et ils en racontent très souvent. Souvenez-vous ou réfléchissez-y la prochaine fois que vous allez en entreprise visiter un site ou même chez vous, dans votre propre entreprise. Regardez ce que vous ressentez lorsque vous regardez un atelier. Essayez de mettre un regard à l'extérieur. Est-ce que c'est propre? Est-ce que c'est rangé? Est-ce que c'est organisé? Est-ce que ce que vous voyez, ce que vous ressentez contribue à l'image d'efficacité, de propreté, d'intelligence de l'espace et de l'équipe avec laquelle vous êtes? Donc vraiment, on s'aperçoit que si on se met à réfléchir un peu, tout ce qui est affiché, tout a quelque chose à dire, à raconter. Donc, le premier pilier, c'est le lean. Ça permet à tout le monde de comprendre ce qu'est une image, ce qu'est une couleur, ce qu'est une typo, une typographie, ce qu'est une hauteur de texte. Si on fait pour une équipe de 8 personnes un petit tableau sur un format A4, ça va être la foire d'empoigne pour lire ce qui a été accroché au mur. Donc, on va adapter les dimensions des éléments sur lesquels on travaille de façon à ce que l'équipe puisse véritablement travailler ensemble. Ça, c'est
Je pense, et je l'ai toujours vécu, c'est le point de départ de la culture du lean, c'est-à-dire faire comprendre à chacun que l'image que l'on va travailler, ça n'est pas un gadget, ça n'est pas de la publicité. On n'est pas là à investir sur de la publicité. On investit sur un outil pratique qui a quelque chose à dire. La preuve, les couleurs de base, un rouge, un vert ou un orange, tous, on a tout de suite dans la tête un réflexe pour dire bah, rouge c'est interdit, vert c'est autorisé, orange c'est attention. Voilà. La couleur a déjà son propre sens, on le voit dans la rue tous les jours. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir construire un code, un langage particulier à l'entreprise et surtout en s'adaptant à sa charte graphique, hein, on ne fait pas n'importe quoi, tout ça, ça porte l'image de l'entreprise. Comment est-ce qu'on va pouvoir construire un langage particulier pour dire, pour montrer efficacement des choses? Le deuxième point, bah, ce sont tous les visuels HSE. Forcément, depuis le guidage à travers les différents espaces jusqu'aux affichages sécurité, hygiène, etc. Euh, il y a une intelligence que l'on peut porter aussi dans la façon dont on représente tout cela. Est-ce qu'on utilise des pictogrammes? Est-ce qu'on va un peu plus loin dans l'illustration plus spécialisée parce qu'on a des gestes plus techniques qu'il faut illustrer, etc. Beaucoup de questions peuvent se poser sur la mise en place d'un habillage HSE. Et le troisième point, c'est que tous ces éléments visuels vont habiller un espace et vont faire reconnaître une équipe. Et très souvent, moi j'aime beaucoup travailler de façon collaborative avec les équipes, et on s'aperçoit que c'est indispensable. Mais ces sujets transverses font que chaque équipe prend une certaine importance sur la façon dont elle réfléchit en commun sur ce sujet-là. Donc, la reconnaissance des équipes, le marquage de leurs espaces, leur habillage, la façon dont ils se différencient de l'équipe d'à côté, ça c'est le troisième volet qui est très important. Voilà trois volets, le lean, l'affichage HSE et la reconnaissance des équipes. Pour moi, ce sont vraiment les trois piliers du management visuel dans l'entreprise aujourd'hui. Ok, ouais, super intéressant. Et tu l'as un peu évoqué au travers des exemples, mais de façon un peu plus générale, quand une entreprise fait appel au management visuel, elle a quoi comme problématique au début, au départ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle a constaté, sur quoi elle bloque et qu'elle se dit, tiens, je vais m'intéresser au management visuel parce que ça peut m'aider à avancer sur le sujet. Euh, Alors, je parle de mon expérience, hein, sachant qu'il y a plein d'expériences et qu'à chaque fois que je rencontre une nouvelle équipe, c'est une nouvelle expérience, c'est un nouveau champ d'apprentissage qui se met en place. Je peux donner deux exemples. Le premier, c'était un fabricant de matériel de laboratoire avec une grosse équipe éclatée au sein d'un département, avec des ateliers de maintenance d'un côté, des ateliers de stockage, des emplacements de stockage de pièces détachées, des salles de formation pour apprendre à utiliser le matériel qu'ils vendaient, et puis des bureaux. Voilà, 4, 5 espaces éclatés, vivant depuis 10, 12, 15 ans comme cela et un beau jour, construisant un bâtiment unique pour regrouper tous les services. Donc, on m'a appelé à ce moment-là. Je suis parti sur chacun des éléments, les ateliers, les magasins, etc., pour faire tout un repérage visuel de l'environnement actuel, faire un cliché de l'état des lieux, des murs, des machines-outils, des espaces, de toutes les contraintes. J'ai travaillé avec chaque responsable de secteur et les responsables qualité, sécurité de l'ensemble pour comprendre quels étaient les éléments qui devaient rester affichés autour des machines, autour des process, dans les espaces, quels sont ceux qu'on pouvait glisser dans les méthodologies de formation, etc. Comment est-ce qu'on répartissait cette information? Quelle était celle dont on pouvait se débarrasser? Et ensuite, au sein du nouveau bâtiment, mettre en place un système d'affichage commun, unique, compréhensible par tous, c'est-à-dire qu'un formateur passant en salle de maintenance, par exemple, étant dans la même logique d'affichage, la même culture, voilà, la même logique d'affichage, et leur fournir surtout des outils aussi très souples, sachant que l'entreprise est vivante, on y reviendra après, l'entreprise est vivante, elle bouge, et un espace peut, 6 mois après, avoir une toute autre fonction que celle qu'il avait 6 mois avant. Donc, il faut toujours avoir quelque chose de très souple. Donc,
J'ai développé tout un système d'affichage avec des supports aimantés, la chance étant que la plupart des murs étaient construits à partir de plaques de métal. Donc on a utilisé l'aimant et un repérage visuel très simple qui a permis d'unifier tout ça. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, Ah, c'est... excuse-moi, Oui, Loïc, donc là, la problématique de cette entreprise, tu me reprends hein, si c'est pas ça, c'est que ils sont dans des bâtiments existants, un peu vieillots, existants, ils construisent un nouveau bâtiment oui. et en fait, l'objectif va être de recréer une synergie d'équipe, mais en conservant l'esprit de chaque activité. Absolument. L'esprit et la façon de faire, le travail de chacune des activités, mais en plaçant tout le monde sous une seule et même image, Hmm. dans une même logique d'affichage, et en retrouvant surtout les besoins en affichage spécifiques liés à chacun des métiers, la formation, la maintenance, Oui. le magasin, etc. Et puis l'entreprise, elle avance, comme elle avance, elle grossit, donc elle a aussi des besoins de coopération et de collaboration qui sont différents, et donc c'est l'occasion de travailler aussi sur tout ça. Ok. Voilà. Et dans cette logique d'affichage, on est allé jusqu'au bout, la signalétique d'orientation, par exemple, puisque elle doit cohabiter avec la signalétique HSE, Bien sûr. etc. Donc, l'ensemble de l'affichage, tout ce qui a été mis sur les murs, a été conçu à ce moment-là par l'équipe, par moi-même et les équipes concernées. Ok. Donc après, tu disais un autre exemple. Un autre exemple qui est un site industriel, un site industriel chimique qui s'aperçoit qu'en fait, la passation d'informations est de plus en plus difficile, de plus en plus complexe, les process se complexifient, etc. Et qui, bien, un beau jour, donc, fait rentrer une responsable qualité, pas qualité, mais une responsable de l'évolution qualité, où il y a De plein de l'amélioration continue, de quoi. l'amélioration continue, ou voilà, il y a beaucoup de termes comme ça, Oui. et qui m'appelle en disant, on m'a parlé de vous, est-ce que vous pouvez m'aider sur ce chantier? Et donc, on a développé d'abord au sein du pilotage central de l'usine tout un système de visuels muraux permettant de regrouper à peu près 25 personnes en salle de pilotage tous les matins et toutes les fins de semaine et tous les mois, à chaque échéance importante de la vision des travaux. Et ensuite, on a fait ruisseler ce qui avait été conçu au niveau du pilotage. C'est vraiment la seule chose qui ruisselle très très bien. Ça, Hmm. Ouais. on a fait ruisseler toute l'intelligence que l'on a mis dans cette salle de pilotage sur chacun des départements, chacun des ateliers, chacune des unités, qui a retrouvé en miniature un tableau ou un focus plus précis à partir des mêmes données que celles Hmm. qui sont concaténées chaque jour ou chaque semaine sur le tableau de pilotage principal. Donc, il y a eu à peu près une année, voire même 2 ans pour aller sur l'ensemble des ateliers. Il y a 15 ateliers en tout. Donc, il a fallu à peu près 2 ans pour vraiment travailler à fond tout ça. Et depuis, tous les ans, on se retrouve sur une période de 3 semaines, un mois, à distance, simplement pour mettre à jour les indicateurs de base qui sont demandés dans chacun des ateliers. On se sert de tout ce qui a été construit et on fait simplement une mise à jour. Hmm. J'ai vu des maquettes de ce fameux mur-là. C'est impressionnant. C'est impressionnant, mais en fait, c'est souvent dans les entreprises ou les organisations, parce que là, on parle d'industrie, mais des fois, même dans une organisation tertiaire où il y a des activités différentes, il y a quand même dans du tertiaire, il y a de la production, il y a de la maintenance, il y a toujours des services et des systèmes différents. En fait, le management visuel, c'est extrêmement efficace, je trouve, euh, parce que, euh, parce que ça met les humains, quelque part, euh, à discuter, à échanger, et c'est beaucoup plus efficace des fois qu'un tableau informatique ou qu'un outil informatique de gestion de projet, par exemple, où on va avoir plein d'équipes. Les deux sont utiles, hein, mais je trouve que le management visuel, c'est hyper puissant dans les organisations que je peux croiser, visiter ou avec lesquelles je travaille, même si c'est à petite échelle, hein, ben, ces moments-là où on travaille, où on sait aller se référer au tableau, dans une salle de contrôle, par exemple, en général, c'est assez stratégique le lieu où on met ça. C'est vrai que ça a une puissance énorme.
Et c'est vrai que la maquette de ce que tu dis, je crois que je l'ai vue. Et waouh, ça semblait. Enfin, comme je sais que tu travailles avec les équipes, tu travailles vraiment avec les équipes. Donc en fait, c'est pas ton tableau à toi, c'est le tableau des équipes et de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est celui Oui, qui va répondre à ses besoins. oui, oui. Oui, par exemple, lors d'un chantier, on me présente l'ensemble des rapports qui sont faits sous Excel, qui sont journaliers, que tout le monde a, puisqu'en fait, les informations viennent de la base de données centrale et qu'il y a un suivi informatique impératif. Donc, ils extraient certaines données et ils ont un tableau Excel. Et ils présentent toutes ces données tous les jours en accrochant un petit tableau Excel au mur. Et j'aurais dit, mais non, ça n'est, on va aller plus loin, c'est-à-dire qu'on va puisqu'on n'a qu'une seule donnée que l'on vient présenter qui est caractéristique, c'est la donnée de la veille par rapport aux objectifs du jour, on ne va pas aligner les feuilles imprimées tous les jours, on va simplement à la main reprendre la main sur l'affichage de cette donnée et on va la mettre en place sur un panneau à la main, c'est un chiffre à écrire, et Hmm. jour par jour, ça va nous permettre de construire une courbe et de voir à quel moment on est en courbe ascendante, courbe descendante, dans quelle zone on est dans le vert, dans quelle zone on est dans le rouge, et on va pouvoir participer à cette information non pas avec les deux lecteurs qui sont de part et d'autre sur l'écran ou sur une feuille de papier, mais avec 8, 10, 12, 15, 25 personnes qui sont autour. On s'est aperçu aussi en travaillant sur ces outils interactifs, donc avec du feutre effaçable, on écrit sur des murs qui sont recouverts de Velleda sous lesquels on a imprimé toute la structure de l'information que l'on voulait voir, sur laquelle on veut travailler. On s'est aperçu que ça ouvrait aussi un champ de possibles que les managers n'imaginaient pas, qui était l'échange en créativité, l'échange en création. Et qu'en fait, le fait d'avoir ces informations affichées et partagées avec un nombre plus important qu'habituel sur les équipes, de les rendre visibles, d'un seul coup, il y a des idées qui fusent, il y a des idées qui émergent. On se retrouve tous debout, managers, collaborateurs, etc. Il n'y a plus de différence. On se retrouve tous debout à expliquer ses propres éléments que l'on écrit soi-même sur le mur, à dire, ben voilà, hier j'ai eu un problème, etc. Mais comment tu as fait pour le régler? Ben, je suis allé voir l'équipe, est-ce que l'équipe est au courant, l'autre équipe, etc. On, on fait parler les gens, on pousse les gens à parler, à s'emparer d'une autre façon de leur métier, à sortir un petit peu pendant un moment du flux de leur journée. Et on leur donne la possibilité, en partageant ces informations, d'aller chercher des idées parfois très très intéressantes chez d'autres. Lorsqu'un problème mécanique est constaté et qu'on va appeler un technicien de l'équipe de maintenance, par exemple, en disant regarde, constate, il n'y a peut-être pas la même réponse que quand on évoque ce problème technique en équipe. Hmm. Qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça s'est passé, etc. Et qu'en face de nous, on a une ou plusieurs personnes de l'équipe de maintenance ou un autre responsable qui prend la globalité des réflexions et qui lui aussi peut s'insérer dans une réflexion. C'est un temps à part, c'est un temps de créativité, vraiment de création. Donc ça, c'est quelque chose de très fort, cet échange. Oui, le support visuel bien construit, propre et qui donne envie d'être utilisé va permettre en réunissant les gens de réagir, aux managers de réagir instantanément aux réactions. Enfin, en tout cas, ils en ont l'opportunité et c'est pas une perte de temps. Mm. Mais au contraire, on gagne en efficacité derrière parce il y a moins, enfin en tout cas, ça dépend après comment le manager gère le groupe, mais en tout cas, il y a certainement moins de non-dits que au travers de juste d'échanges de mails et d'informations d'un PDF avec les graphiques. Ou l'affichage même d'un graphique, comme tu dis, on voit aussi très souvent, trop souvent peut-être, c'est que ben, on affiche une feuille A4 avec un graphique qu'on ne peut pas lire quand on est à 8-10 devant le tableau. Et ben, on ne peut que écouter le manager qui est en train de commenter les données. Et personne, en fait, on visualise pas ces données-là. On Mm. écoute, mais on les visualise pas. Et la visualisation a un pouvoir assez important, justement, de dire, OK, moi j'aime bien ce que tu disais tout à l'heure, quand tu vois vraiment la courbe qui se dessine avec les chiffres que tu as mis sur le tableau, que tout le monde peut lire, on peut réagir. Ça monte, ça descend, peu importe le sujet. Mais en tout cas, voilà. Mais ça répond à une demande de l'entreprise, à un besoin de l'entreprise. Et toi, tu vas adapter le visuel et être surtout aussi, de par ton expérience et tes formations en ligne et tout ça, apporter une expertise pour
justement pas remettre des usines à gaz. C'est pas parce qu'on met un management visuel qu'il faut, entre guillemets, reproduire les anciens, les anciens schémas forcément, quoi. Voilà. On les, on les reproduit jamais. Il y a aujourd'hui de plus en plus aussi, parfois dans certaines entreprises, de plus en plus d'écrans géants où Mm, on vient utiliser ces écrans géants qui sont interactifs, qui sont tactiles, sur lesquels on peut écrire. C'est très très bien, ça se met en place. J'ai absolument rien contre et je travaille sur la réalisation des images qui sont sur ces écrans. Les limites, ça fonctionne, pardon, ça fonctionne sur du ponctuel, sur un petit tableau ou au sein d'une équipe de production. Mais lorsqu'on doit échanger avec plusieurs équipes, l'espace de pilotage, à moins que l'on couvre les murs mm, de ces moniteurs, l'ensemble des murs permet d'avoir une vision globale et permet de laisser ce lieu comme un vrai lieu d'échange. À un mm, moment, deux, trois collaborateurs d'une équipe vont arriver, vont venir chercher un indicateur qu'ils ont vu, sur lequel ils ont besoin de discuter. Au même moment, il y en a un autre qui passe à côté, qui vient récupérer une info ou qui vient compléter son tableau, etc. L'espace au global est intéressant, il affiche absolument tout et il permet à chacun d'être libre. Un écran, l'écran, il est focus. Il est mm, focus sur une donnée ou sur un type de donnée et on est obligé de balayer pour passer à l'écran suivant. L'ensemble des écrans n'est jamais visible tous ensemble. Et voilà, mm. c'est la limite de l'écran informatique. Alors Oui, parfois, il y a des univers où les deux se partagent. On a des tableaux effaçables, Velleda, avec dans un coin un écran informatique. Voilà. Il y a même aussi, on peut même imaginer des tableaux effaçables dont les données sont récupérées tout de suite sur un écran informatique. Enfin, la technologie a beaucoup avancé aussi sur tous ces outils. Et donc, enfin, l'image que j'ai, qui m'est venue quand tu parlais alors, quand on crée le management visuel pour faire ces salles-là ou d'échange et de contrôle, en fait, ça devient presque un centre névralgique comme un cerveau, hein, un centre de données qui vont, qui viennent. Il y a des informations qui sont pas forcément, qui intéressent pas forcément tout le monde et tout ça. Et cette salle, en fait, elle devient presque, voilà, elle devient une salle, un centre névralgique, une salle de contrôle. Où on peut imaginer qu'en plus, il y a plein d'autres choses dans le domaine de la sécurité, par exemple, où on peut avoir les informations liées aux consignations, on peut y avoir plein de choses qui vont venir être dans le même espace. Oui, mais il faut juste imaginer que la base de ces tableaux ou de ces échanges, le pilotage ou la direction, voire même la direction générale d'un site, elle a besoin de valider tous les jours simplement quelques indicateurs. Elle n'a pas besoin de savoir que telle machine-outil a eu un problème ou a produit plus ou moins au sein de telle équipe. Cette information-là, elle est inutile. Si elle en a besoin, elle sait auprès de qui aller la chercher. Ce dont ont besoin les entreprises au départ et les managers, ce sont la définition de quelques indicateurs de pilotage de base. Donc, tu l'as évoqué, les données sécurité, combien d'accidents hier, combien d'accidents aujourd'hui, depuis combien de temps on est en zéro accident, etc. Donc, les données sécurité, les données de coût, est-ce qu'on est bien dans les clous par rapport aux investissements qui étaient prévus, à la dépense, à l'utilisation des matières premières, etc. Est-ce qu'on est dans les clous, est-ce qu'on n'y est pas? Donc, les données de coût, je donne des exemples comme ça. Les données de rapidité, de réponse aux demandes clients, etc. Donc, on dégage quelques éléments de pilotage et on apprend aussi aux équipes à repérer à quel moment on est sur un indicateur sécurité, sur un indicateur de Mm. coût, de dépenses supplémentaires ou pas, un indicateur humain, etc. Mm. On- donc, ces repères de pilotage-là se répartissent sur l'ensemble des tableaux et permettent ensuite d'avoir une donnée de synthèse qui remonte jusqu'en haut. Ce qui fait que, quel que soit un collaborateur d'un site, même s'il n'a jamais mis les pieds de l'autre côté du bâtiment, dans l'autre équipe, parce que ce n'est pas du tout son métier, mais pourtant il travaille sur les mêmes produits, et bien, quand il va là-bas, en tant que visiteur, quand il tombe sur un tableau de pilotage, il retrouve les indicateurs qu'il connaît, lui, dans son secteur. Mm. Il comprend ce qui est partagé, le minimum de ce qui est partagé, et la façon dont certaines données peuvent avoir une répercussion chez lui. Voilà, Bien ça sûr. donne aussi des clés de lecture très, très importantes entre les équipes. Ok. Alors, une question que je me pose, parce que là, on a parlé d'industrie, on a parlé d'entreprises de taille assez, bon, voilà, qui peuvent être assez correctes. Pas forcément grosses, mais je dirais industrie, ça commence déjà on commence déjà à parler de 50 et 100 et peut-être plus de personnes.
Euh, Est-ce que ça s'adresse à tout le monde? C'est-à-dire, est-ce que une TPE ou une PME, je dirais de 50 personnes ou autre, ou est-ce que c'est que l'industrie? Est-ce qu'il y a des secteurs? Est-ce que c'est le management visuel au sens très large, hein, pas forcément salle de contrôle comme on vient d'évoquer, hein, au sens très large, est-ce que ça s'adresse à tout le monde? Dès qu'il y a une équipe, deux, trois, quatre personnes, on est déjà sur une équipe. Hmm, Chacun a son autonomie, a son métier, surtout sur les petites équipes, chacun a vraiment un métier dédié. Mais très souvent, on est sur un même produit. Donc, il y a au minimum des rituels hebdomadaires. On se retrouve tous devant un planning de la semaine, le constat de la semaine d'après, les objectifs qui ont été fixés, vers où on va, etc. Je ne connais aucune entreprise qui arrive à fonctionner, quelle qu'elle soit, qui arrive à fonctionner sans un minimum de rituel et d'échange. Euh, hmm, alors, je sais, ayant beaucoup travaillé aussi avec les PME, que parfois, quand je parle de rituel, on me regarde avec des grands yeux en me disant, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais une hmm, réunion, ne serait-ce qu'une réunion de travail, c'est un rituel. Et hmm, le fait de pouvoir faire une synthèse, préparer en amont une réunion, la calibrer, la préparer, donner les éléments pour qu'on soit efficace pendant cette réunion, ensuite en faire une synthèse, la répartir, etc. On est sur des objets, soit on tape tout à la main, soit on enregistre, comme tu es en train de le faire sur une vidéo, et puis ensuite on laisse chacun se débrouiller en se repassant l'intégralité de la séquence, hmm, soit on met en place des outils qui permettent de synthétiser au fur et à mesure que la réunion se met en place, se prépare, se met en place. On met en place un minimum d'outils qui permettent tout de suite d'en valider la synthèse tous ensemble et d'être hmm, plus efficace. Donc cette notion de partage visuel d'éléments en taille suffisante sur un mur interactif ou sur des écrans, quelle que soit la taille de l'entreprise, ce sont des outils très efficaces. hmm, Autre chose, sur des structures un peu plus grandes ou des structures de services, comme tu l'as évoqué, je me souviens d'une fois où j'ai travaillé pour un plateau d'appels téléphoniques. Donc, il y avait une équipe de 8-10 managers et surtout 60 à 100 opérateurs, jamais les mêmes, venant de l'extérieur, hmm, venant faire des enquêtes téléphoniques, etc. Et avec une problématique très très simple, comment est-ce que je discipline un petit peu tout ça? Comment est-ce que j'organise? Comment est-ce que j'explique que je suis sur un plateau téléphonique et que le téléphone portable personnel est interdit, etc. Comment est-ce que je fais passer un maximum d'informations pour que l'entreprise puisse cadrer sans qu'il y ait en permanence du rappel à l'ordre ou de la discipline. Donc, je suis rentré dans un espace où il y avait partout, partout, partout des téléphones portables interdits, accrochés sur tous les postes, sur tous les murs, partout. Voilà, il y a comment est-ce qu'on fait pour simplifier tout ça, pour fluidifier, pour donner une autre image. Alors, je donne hmm, juste la réponse par rapport au téléphone portable. Eh ben, on hmm, a fait un énorme sas, on a peint sur la porte d'entrée un énorme sas en mettant espace sans téléphone. La règle du jeu est posée d'emblée. hmm. Il y a des petits casiers à l'entrée avec un espace fermé, toute petite pièce avec des chargeurs, etc. Des casiers fermés à clé où chacun peut poser son téléphone et des moments réservés dans la journée où tout le monde peut venir dans un espace dédié, récupérer son téléphone qui s'est chargé entre-temps et Ah, je téléphoner. t'entends plus. J'ai perdu ton son. Tu as Ah, perdu le son. Hop, je sais pourquoi. ça Je sais marche? pourquoi. Oui, C'est c'est mon quoi? j'avais coupé mon téléphone, mais il a démarré quand même. Alors attends, bouge pas. Ça peut arriver. Je vais mettre une autre fonction qui devrait annuler ça. Euh, Oui, ok, donc oui. je ne sais pas si tu veux qu'on reprenne ou. Ouais, juste. Attends. On en était. À la Donc, gestion des téléphones personnels. oui, voilà. Ouais, mais reprends juste l'exemple. Comme ça, Donc attends, l'exemple de. je fais juste. Voilà, comme ça, je le verrai. Reprends Ouais. juste l'exemple du téléphone portable. Voilà. Donc dans un espace de travail, il y a un plateau téléphonique, une douzaine de managers en place et entre 60 et 100 opérateurs venant de l'extérieur pour 2 heures, 3 heures, 4 heures de travail, jamais les mêmes. Voilà des petits métiers et donc un ensemble de collaborateurs, parce qu'ils sont tous collaborateurs de toute façon, complexes à gérer sur les règles de base de l'entreprise et surtout des règles très strictes comme la non-utilisation du téléphone. Et quand je suis rentré dans ces espaces, il y avait partout des interdictions de téléphoner, partout accroché dans tous les sens, répété 2 fois, 3 fois.
Le message passe. Est-il perçu? Oui, non, on ne sait pas. Ce n'est pas parce qu'on affiche partout que l'information est vue. Donc, je me suis attaché à faire comprendre aux managers qu'en fait, ils avaient une position à prendre et ils avaient des choses à affirmer dès le départ. Et que l'espace de l'entreprise était un espace silence, un espace silencieux, un espace sans téléphone. Et que cette règle-là, qui n'était pas une règle, qui est de fait une règle de contrainte obligatoire par rapport au plateau téléphonique, en faire une règle de vie, tout simplement. Vous vivez dans un espace sans téléphone. Et sous-entendu, à la fin, de toute façon, le métier que vous allez faire, vous aurez vos oreillettes d'opérateur, vous serez sur le téléphone, mais ça n'est plus le même téléphone, ça n'est pas la même Hmm. chose. Donc, faire disparaître cette idée du téléphone dans l'espace. Là, on touche à une autre technique qui est le nudge management. Vous Hmm. connaissez tous le nudge, enfin, je pense que tu en as entendu parler. Le nudge, c'est le petit coup de pouce. Ça s'est beaucoup démocratisé, ouais. Voilà, Hmm. ça s'est beaucoup démocratisé. Le management visuel dans le cadre de l'habillage des espaces s'appuie énormément sur le nudge, sur le bon sens, sur le Hmm. petit pouce qui va faire que l'information va passer. Hmm. Dans les exemples que tu m'avais partagés déjà il y a 2 ou 3 ans, euh, j'en avais deux en particulier qui avaient vraiment retenu mon attention par rapport à ton accompagnement. Et on va en parler dans la partie 2 justement, sur les pièges à éviter. Euh, c'est que tu impliques les équipes, mais on va reparler. Tu en as déjà évoqué un peu. Et j'ai deux exemples. Un où il y avait un sens de circulation des chariots, où tu avais fait une représentation d'un chariot, je crois, sur un des passages, une porte. Mais ce qui m'avait bluffé dans l'histoire, pour la faire courte, hein, parce que pas besoin de détailler le pourquoi, c'est que le chariot représenté de façon iconique et graphique était le chariot de l'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas une icône prise dans une galerie quelconque de chariot, ou en tout cas, la personne qui voit l'icône, Oui, elle oui, oui, je sait, vois tout à fait. elle voit que oui, c'est elle, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est elle, c'est son chariot. Elle voit bien que c'est elle qui est concernée par le message qui est passé. Donc ça, j'avais Ça, trouvé c'est ça super puissant, super intéressant parce que là, justement, dans l'analyse des risques et tout ça, enfin, dans la perception des risques que nous, on essaye tous les jours de faire toucher du doigt, c'est que quand il y a des risques des fois graves, ou certains risques, ben, c'est difficile de projeter les gens dans un avenir qui n'est pas forcément qui leur est jamais arrivé. Quand on s'est déjà fait mal, en général, on y repense quand on se retrouve exposé. Mais la majorité du temps dans nos métiers, c'est de faire percevoir qu'il y a quelque chose à faire, qu'il y a une action à faire, mais qui est à faire maintenant. C'est pas et comprendre pourquoi. Et il y avait un deuxième exemple qui était très différent, qui était une séquence, il me semble, une séquence d'habillage, hein, une séquence d'équipement des EPI avec petit 1, petit 2, petit 3, où on voit la personne. Alors, tu me diras peut-être la taille que ça représentait, si c'était la taille humaine ou autre, mais où on voit la personne. Voilà, petit 1, elle est dans la salle où elle doit s'équiper. Petit 1, tu mets ça. Petit 2, tu mets ça. Mais c'est doux. C'est pas. Enfin, moi, en tout cas, quand je vois le visuel, je le ressens pas comme quelque chose de dur et une injonction en sécurité, mais plus quelque chose que, voilà, c'est un peu la checklist de comment je dois pénétrer dans l'espace suivant avec tous les équipements adéquats et correctement mis. Et ça, je trouve ça hyper puissant. Ben, justement, ça c'est quelque chose. Je joue toujours sur l'effet miroir. L'effet miroir, il est très très impressionnant. Ce système d'habillage dont tu parles, c'est ce qui a fait un peu la réputation de mon travail. Et ce sont des exemples qui ont beaucoup voyagé d'une entreprise à l'autre et qui m'ont dit, nous on veut ça, on veut ça, on veut ça. Mm. Pour vous donner le système, l'ambiance, c'est en fait, on est dans un sas d'habillage qui permet de passer d'une zone atmosphère à une autre zone d'atmosphère plus contrôlée. Il peut y avoir deux, trois niveaux de zones contrôlées, donc des contraintes d'habillage pour rentrer dans des environnements protégés, hors poussière, pour de l'assemblage, enfin pour tout un tas de choses.
Et les visiteurs, le client qui visite, qui veut savoir si son produit il est bien protégé et il est bien fabriqué dans les bonnes conditions, très souvent il a envie de voir. Il dit oui, vous m'en faites la preuve, vous avez tous les papiers, etc. Mais moi, je veux voir. Donc le visiteur, on va l'habiller. On va lui mettre une charlotte, on va lui mettre une blouse, on va lui faire enfiler des gants, on va lui faire mettre des surchausses pour passer dans des environnements spéciaux. Il y a- on va être obligé de l'amener en visite quelque part. Et ben, lui, il ne sait pas, il n'a pas appris, il n'a pas eu de formation pour s'habiller. Donc, l'exemple du technicien qui va montrer comment s'habiller, c'est très bien, mais on peut aussi accompagner ça avec le devoir d'information de l'entreprise. Lorsque le client rentre et qu'il voit que sur les murs, la procédure d'habillage est tellement précise, tellement montrée, donc on fait des silhouettes qui font parfois jusqu'à 1,20 m, 1,30 m de haut pour qu'elles soient bien vues, bien perceptibles, que vraiment l'entreprise est allée jusqu'au bout de son devoir d'information. Ça Mm. n'est plus une petite feuille A4 accrochée sur un classeur au mur avec la Où je procédure. signe en bas de la feuille. Voilà. Elle va jusqu'au bout de son devoir d'information. Mm. Le client comprend là que s'il y a un bug, ça n'est pas de l'entreprise, c'est vraiment une erreur humaine à la fin et qu'hormis mettre un contrôleur derrière chaque collaborateur, ça n'est pas possible. Donc, ça, Mm. c'est très intéressant dans ce côté-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, et on l'a constaté, puisque tous ces développements graphiques se font en collaboration très étroite avec les équipes qui utilisent ces process. On fait des poses de maquettes, on fait des poses de tests sur les murs. Ça leur permet, eux, de vérifier si le process affiché il est juste, Mm. de vérifier que leur compréhension du process est juste aussi. C'est pas mal, on Mm. leur met une couche. Et l'une des réflexions qu'il y avait eu à un moment, c'était une opératrice qui arrive et qui dit, mais vous nous prenez pour des imbéciles, quoi. On est formé, hyper formé, on fait ça tous les jours, on connaît. Elle dit oui, mais enfin, un matin, votre fille est malade, vous êtes précipité à l'école, vous arrivez en retard, l'équipe est déjà en place, il faut que vous habilliez très vite, vous avez la tête qui est remplie de tas de choses. Ça peut être sympathique d'arriver dans un espace en disant, allez, point 1, je mets mes surchauses, point 2, je fais ça, point 3, c'est le gel et les gants ou la première paire de gants, point 4, c'est ça, etc. C'est Mm. assez confortable. Et elle a fini par accepter, par comprendre qu'effectivement, c'était intéressant. Voilà, Mm. donc ça, c'est très intéressant. Et effectivement, la notion du Fenwick, les pictogrammes, port de Charlotte obligatoire, etc. Ok, c'est très bien, il y en a partout. Mais avoir en fin de parcours, lorsqu'on a dû mettre simplement sa blouse et sa Charlotte, vérifier que la blouse a son bouton fermé jusqu'en haut, si on a une silhouette qui est affichée à côté d'un miroir, qui dit, vous prenez 10 secondes devant le miroir pour vous comparer à la silhouette à côté, vérifier que le dernier bouton est bien attaché, qu'il n'y en a aucun d'ouvert, que la Charlotte couvre bien tous les cheveux, etc. C'est un outil fantastique. Mm. Ah oui, enfin, moi je trouve ça extrêmement efficace. Allez, deuxième partie. Alors là, on va essayer de voir un peu les pièges, ou enfin en tout cas l'environnement du management visuel. Ce à quoi, qu'est-ce que c'est, enfin comment ça peut se passer, comment ça peut pas se passer, et un peu est-ce que commencer à aborder la dernière partie sur les retours sur investissement. On va pas essayer de pas trop y rentrer dedans, mais en tout cas voir déjà euh, comment ça s'implique et la part d'implication de l'entreprise, la part de celui qui crée le management visuel. Alors Loïc, euh, quand une entreprise a un besoin, elle se dit, ah, peut-être que le management visuel, c'est une solution. Comment ça se passe? En gros, ouais, les grandes lignes, hein, mais voilà, on t'appelle, ça se passe comment et jusqu'à, ben, je dirais, la fin du projet et jusqu'à la fin. Voilà. Soit il y a un projet très fort qui existe déjà, une volonté, très souvent c'est sur l'accompagnement de la mise en place du Lean, d'un Lean visuel, d'un Lean plus actif, voire je rentre aussi parfois sur des procédures 5S. Comment est-ce que j'accompagne une équipe au niveau du 5S pour les aider à les accompagner dans l'organisation des éléments qui sont présents dans leur espace au niveau de l'affichage, de l'organisation visuelle, pour un repérage simple, etc. Donc, il peut y avoir un besoin comme celui-là.
très souvent, j'utilise ces moments-là, j'ai besoin moi, de visiter le site, de comprendre. Voilà, il faut que je sois au plus près. On ne fait pas de la publicité, on n'est pas là pour faire de l'image qui va exploser, qui va être, voilà, qui va devoir se réinventer tous les ans parce qu'elle a quelque chose, une histoire à raconter. Non, il y a une seule histoire à raconter, c'est celle de l'entreprise et des gens qui y travaillent. Donc, à travers une visite, bien souvent, au fur et à mesure de la visite, les problèmes se soulèvent, les questions se soulèvent. Euh, régulièrement, un chef d'entreprise ou un pilote d'industrie ou un responsable d'équipe qui m'appelle, il a vu un peu ce que je faisais et puis ça lui a donné envie d'avoir la même chose chez lui. Donc, il y a un point de départ, de toute façon. Il y a un point de départ. Euh, donc, moi, je ne suis pas imprimeur. J'ai des clients qui sont à droite et à gauche, un peu dans toute la France. Je m'attache à faire travailler les gens avec lesquels ils ont l'habitude de travailler, s'ils ont déjà leurs propres fournisseurs. Je connais très très bien les matériaux. Je fais du stand aussi depuis des années pour mes clients, du stand, de l'aménagement d'espace intérieur. Donc je connais très bien les matériaux. Et là, sur l'affichage visuel, on a une quantité absolument incroyable de matériaux. Ça n'est pas parce qu'on a un adhésif qu'on va fabriquer un adhésif et l'accrocher au mur. Votre imprimeur est capable, sur un rouleau adhésif, de vous coller quelque chose au mur. Sauf que les matières et la fabrication de ces éléments et l'assemblage de ces éléments est fait d'une telle façon qu'on peut choisir son adhésif. Est-ce qu'il est enlevable tout de suite? Est-ce qu'il doit laisser des traces? Est-ce qu'il doit s'incruster? Est-ce qu'il doit rester en intérieur, en extérieur, sur tel type de mur? On a même de l'adhésif pour les sols. On a, enfin, voilà, il y a tout un tas, tout un panel de techniques d'adhésivage et puis d'impression et de support aussi. Quand on travaille dans un espace de salle blanche, il y a certains produits chimiques contenus dans les éléments de, les vernis ou les choses comme ça que l'on applique sur les éléments d'affichage qui contiennent des solvants qui ne sont pas autorisés Mm. dans certains environnements. Donc, il y a parfois besoin d'un aller-retour très pointu sur des fiches techniques de fabrication de produits qui vont être utilisés pour de l'affichage et les services qualité internes de l'entreprise qui valident que les normes X sont suivies, etc. Donc, il y a vraiment un rapport aux matériaux qui est important. Le coût aussi, en gros, tout le monde travaille à peu près sur les mêmes coûts, mais il y a façon et façon de faire. Donc, moi, je vais toujours sur machine vérifier, je rencontre la production, je vois comment c'est fait. Quand on affiche des panneaux qui font 2,50 m de haut sur 10-12 mètres de long, ça peut aller jusque-là. Ça n'est pas fait en un seul morceau, donc il faut savoir à quel moment c'est coupé, comment est-ce qu'on recoupe. Et puis quand on produit une image que l'on veut éventuellement faire évoluer dans le temps, 6 mois, 8 mois, 1 an après, on ne va pas remplacer les 2,50 m par 12 mètres d'affichage. On va faire ce qu'on appelle des rustines. Ça fait quelques microns d'épaisseur. Donc on va venir juste recouvrir une partie du tableau, une donnée, un élément qui va bouger. Donc, il faut aussi s'assurer du maintien de la qualité des produits dans le temps, d'un suivi de la colorimétrie. Une imprimante n'imprime jamais de la même façon que l'imprimante voisine. Donc, il y a Mm. une façon de calibrer, de suivre, de travailler avec le même fournisseur, de s'assurer que le fournisseur sera bien là l'année d'après. Enfin voilà, il y a beaucoup de données qui font que on s'installe dans une logique qui doit durer dans le temps. Donc, on ne fait Mm. pas n'importe quoi. Alors, moi, si je comprends dans ce que tu viens de décrire, parce que voilà, toi, tu as toute cette expertise liée à l'image, à la création de l'image, mais pas la conception, dessin, mais vraiment le support, les couleurs, les encres, tout ça. Voilà. En fait, ce qui est intéressant, c'est que, parce que souvent, moi, par exemple, à mon échelle, ça m'est arrivé de créer des visuels sur Word, sur Publisher ou autre. Et puis, je vais les envoyer à l'imprimeur. Je vais lui dire, voilà, moi, je veux un papier 120 grammes, 200 grammes. Bon, voilà, OK. Mais quand on est sur ce genre de projet, on est sur quelque chose de totalement différent. Et si j'entends bien ce que tu dis, c'est que, en fait, le client, toute cette partie très technique et qui va assurer à la fois une adéquation avec le budget du client et une adéquation avec la durabilité du projet, ben, lui, il n'a pas à s'en occuper. Toi, tu as pris les données dont tu as besoin
et tu as posé les questions dont tu as besoin par rapport au support, par rapport à l'environnement, par rapport à l'ambiance, par rapport à la compatibilité, comme tu dis, d'école ou des solvants ou autre. Et le client, lui, il a, entre guillemets, tout ça, il n'a pas besoin de s'en occuper. Parce que quand on veut s'en occuper soi-même, c'est quand même, surtout quand on n'est pas expert comme toi, c'est quand même une compétence qu'on ne peut pas Oui, acquérir comme ça, quoi. Voilà. ça, c'est la partie technique pour moi qui est indispensable, qui est vraiment le complément à mon métier. Ce que je vais faire, tu évoques l'idée de faire des éléments, de produire des éléments sous Word, sous Publisher, etc. Parfois, on se retrouve sur des affichages, surtout quand on a des affichages génériques qui sont répétitifs. On peut avoir des dizaines de panneaux équivalents ou très légèrement différents les uns des autres, etc. On est obligé d'avoir des outils professionnels et d'être sur de la mise en page professionnelle. Un tableau d'affichage, j'évoquais tout à l'heure un tableau Excel mis au mur avec des courbes qui évoluent. Euh, on se retrouve parfois sur des tableaux sur 2,50 m de haut. On est sur des lignes sur lesquelles les différentes incrémentations sont à 5 mm près. Hmm. 5 mm près, c'est pas Word qui sait gérer Hmm. 12 mètres de long de tableau avec des cases de 5 mm d'écart. J'accélère le trait, enfin je grossis le Oui, trait, oui, mais mais c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que donc, il y a tout le c'est travail de mise en un page, métier. voilà, tout le travail de mise en page, ça c'est vraiment, c'est mon Hmm. métier à la base, c'est la compréhension entre la demande, la mise en page pour produire des outils qui sont utilisés par tout le monde, et puis un troisième volet, enfin le volet technique qui est derrière, sur lequel tout ça s'assied, et surtout un troisième volet qui est l'intégration à la charte visuelle de l'entreprise. On ne fait pas n'importe quoi. On ne pose pas n'importe quelle couleur. Une Hmm. équipe qui peut s'afficher dans une couleur, ben, il faut avoir la vision globale de l'image de l'entreprise, de la charte de l'entreprise, de l'ensemble des équipes, de l'ensemble des codes couleurs qui vont être utilisés, et même anticiper ce que l'on pourra éventuellement mettre en place en N+1 ou N+2 parce Hmm. qu'on aura fait évoluer le système et qu'on arrivera sur... Donc, il faut essayer d'imaginer de la façon la plus large possible quelle charte on va donner à cet ensemble, sachant que cet univers visuel, il va s'ancrer, il s'installe et il ne va pas être changé, il va évoluer, il va Hmm. grandir avec l'entreprise. Donc, les bases que l'on pose au départ, elles vont rester là pendant des années et des années. Un Hmm. code couleur qui indique, qui donne l'indicateur sécurité, par exemple, si on a 15, 15 ateliers répartis sur des milliers de mètres carrés, on ne va pas simplement parce qu'on a envie de changer le code couleur de la sécurité, s'amuser à transformer les 15 tableaux. Donc, on pose des règles qui sont là, qui sont capables d'évoluer, mais il y a cette intelligence que je mets avec un I majuscule, c'est plus la notion américaine d'intelligence, c'est-à-dire l'ingénierie. Hmm. Euh, il y a cette ingénierie-là, moi, dans laquelle je travaille depuis toujours, quoi. C'est la façon de structurer un environnement pour l'image. Donc voilà, c'est les trois volets. La charte Hmm. visuelle, la demande et la mise en forme et la création, l'intelligence, l'ingénierie de l'ensemble et l'ingénierie de la production. Hmm. Ok. Et donc après, on met ça en place dans l'entreprise. Donc toi, tu es là aussi, tu es acteur de la Toujours, mise en place? toujours, toujours, toujours. Je suis les équipes de production, je sais quel est le poseur ou l'équipe de pose qui vient. On a Hmm. préparé ça. Parfois, on tombe dans des environnements, ben, tout le monde travaille de la même façon. Il y a des fois, on est obligé de faire travailler les équipes de pause un dimanche parce que les équipes en place ne travaillent pas. Mais on peut se retrouver dans des environnements qui travaillent en 2-8, 3-8, où il y a tout le temps des opérateurs sur place. Donc, il faut être capable de s'organiser, de se glisser dans un espace de travail, de sécuriser une zone sur laquelle il y a une pause un peu particulière qui va être mise en place, etc. Oui, parce Donc, que en moi, plus, j'accompagne jusqu'au bout de la pause. hmm. Et puis, il y a d'autres cas où je fournis simplement des éléments et ce sont les équipes internes, à partir de modes d'emploi que je fournis, que l'on a mis en place ensemble, qui font eux-mêmes la pause avec leurs propres équipes techniques parce qu'ils sont capables d'intervenir sur le bâtiment, etc. Voilà. Oui, parce que j'imagine que les contraintes ne sont pas les mêmes entre équiper une salle de contrôle et équiper un atelier où il y a des machines qui tournent, de la production, des transferts. Tout à fait. Voilà. Donc, ouais, ouais, ok, d'accord, je comprends bien. Il y a même Et des alors, fois, il y a même des fois, pardon, où on va plus loin, où on est obligé d'avoir un travail sur le sol
Et là, bien souvent, ce sont des peintures qui sont très agressives, qui sont volatiles. On est obligé de fermer le site pendant 3 4 jours, le temps que ça s'évapore, etc. Il y a Mm. du ponçage, il y a de la poussière. Enfin, voilà, Mm. sur des chantiers un peu extrêmes, on est dans des contraintes très particulières. Mm. Euh, en quelques mots, parce que tu as déjà parlé, mais je trouve que c'est important d'y revenir. C'est pourquoi il est important d'impliquer les équipes dans le projet. Parce que les outils de travail et l'espace dans lequel ils sont les premiers à y vivre. Un manager, un pilote, lui, ce qui l'intéresse, c'est que ces repères, ces indicateurs de pilotage qu'on a évoqués tout à l'heure, qu'ils puissent les repérer rapidement en traversant les bâtiments, en traversant les ateliers, en traversant les unités, en discutant avec les équipes, qu'ils puissent récupérer très rapidement ces indicateurs et qu'il n'ait à la limite pas besoin des équipes présentes pour récupérer les indicateurs qui l'intéressent. Donc, ce sont les équipes elles-mêmes qui vont travailler sur la mise en place, sur la mise en forme de ces outils qui vont leur servir au quotidien. Une équipe d'opérateurs a besoin de savoir quels sont les chantiers en place, quels sont les objectifs du jour, quels sont les écarts constatés, quels sont les écarts possibles, etc. Enfin, voilà toutes ces données-là qui permettent à un opérateur, un collaborateur de démarrer sa journée en production ou sur du service, sur de l'échange ou peu importe. Tous ces repères-là c'est lui qui les connaît. Donc, sous la responsabilité ou entraîné par un responsable d'équipe, c'est toute l'équipe qui s'y met, qui réfléchit à la façon dont ils vont mettre en place cet espace de jeu. Et moi, j'appelle vraiment ça un espace de jeu parce que je me retrouve, quand j'étais gamin, je jouais aux jeux de rôle. C'était le début des jeux de rôle. On avait des grandes cartes posées sur des tables, on avait des dés multifaces, on avait des pions de couleur. On avançait beaucoup comme ça. Et on est vraiment sur un jeu de rôle quand on est sur ces outils-là. Si on fait des bons outils intelligents, chacun va avoir le plaisir de venir y mettre son annotation, y placer son petit magnet, son petit aimant de couleur qui va donner une info, une autre. Donc voilà, les équipes s'emparent de ces sujets-là. Tu parlais des Fenwick tout à l'heure. Euh, ben pour revenir à cette production de seringues en verre, des milliers d'euros et des milliers d'heures de réflexion sur la mise en place du produit, sa fabrication, son remplissage. À la fin, une boîte en carton avec un lot de 200, 300, 500 seringues. On n'imagine pas le prix que ça représente. Il y a le prix de vente, bien sûr, du produit, mais tout ce que ça représente en heures de travail, en technique, en contraintes, etc., en implication. À la fin, le transport de ce carton, il est bien souvent remis entre les mains du plus petit des métiers, le magasinier. Celui qui va venir avec son Fenwick, avec son appareil, qui va venir récupérer les caisses et qui ensuite va charger les camions. Problème de casse. Problème de casse dû à beaucoup de choses. Donc, il y a, en plus de tout le travail de sensibilisation qui est fait en permanence avec ces équipes, c'est pourquoi ça casse? Qu'est-ce qui se passe? Ah ben là, s'il y a une ligne droite, on est tenté d'aller vite. Ah, puis là, je ne les vois pas arriver sur la droite. OK, donc vous avez des vrais problèmes sur l'organisation, sur vos déplacements. La casse, ça n'est pas de votre faute. Comment se fait-il qu'il y a de la casse? Comment est-ce qu'on fait pour dépasser ce problème-là? Donc, on travaille avec les équipes et c'est eux qui m'ont dit, ben, ici, on aimerait bien qu'il y ait un stop. Là, on aimerait bien qu'il y ait un indicateur visuel. Là, on aimerait bien qu'il y ait un gros panneau mais au bout du couloir, donc il va faire forcément 1,50 m de haut, etc. Hmm. Et le fait d'impliquer les équipes, de s'intéresser à leur métier, de s'intéresser dans le menu détail sur la façon qu'ils ont de faire leur métier, ça apporte des choses fantastiques qu'on verra après sur Hmm. la conclusion Ok. peut-être. Voilà. Ouais, ouais. Ok. Ça marche. Alors, est-ce que les visuels, est-ce que l'efficacité du visuel, je dirais les changements que ça peut apporter, est-ce que ça dure longtemps? Parce que on va parler d'investissement, de retour sur investissement après, mais est-ce que ça dure longtemps, l'effet pour toi? Qu'est-ce que tu as pu constater dans l'entreprise? Ça dure longtemps dans le sens que quand on va marquer, donc bah, il y a tous les tableaux de ligne qui évoluent, donc voilà, qui sont en évolution permanente. Tout l'affichage hygiène, sécurité, environnement, il est indispensable pour deux choses. Ce qu'on disait, le visiteur qui constate que l'information est bien posée au bon endroit. Donc ça, il n'y a pas de limite dans le temps. Il faut que l'information précise soit là, la zone danger, le geste dangereux, etc. Il faut que tout soit là pour le visiteur. Et pour l'opérateur,
L'affichage visuel est intéressant pour les nouveaux opérateurs, les nouveaux formés qui ont des points de repère à nouveau, qui leur permettent d'appuyer la formation qu'ils viennent d'avoir. Et puis l'opérateur qui, lui, est habitué à ce signal, qui a le réflexe, qui n'a plus besoin de s'accrocher au signal, eh ben l'affichage, il est posé à un tel endroit, il est posé de telle façon qu'il fait partie de l'environnement, il fait partie de l'habillage de son espace. Il n'est pas comme une tâche posée dans un coin. C'est pas un morceau de feuille A4 avec un bout de scotch posé sur le coin d'un mur. Ça n'est pas quelque chose de laid. C'est quelque chose qui a été réfléchi dans un ensemble et qui est posé là et qui contribue à valoriser l'espace dans lequel il est affiché. Donc, Hmm. la question de durée dans le temps ne se pose que sur la durabilité du matériau. Poser une bâche peinte imprimée en extérieur, on sait que au bout de 3 ans, sauf si on utilise des encres très très fortes, mais qui sont pas du tout bio et pas du tout respectables, mais une bâche imprimée avec des belles couleurs vives, au bout de 3 ans, elle a bien pris le soleil, elle commence à perdre un petit peu de sa brillance, de son reflet, Hmm. c'est normal. Mais on utilise des adhésifs, parfois en extérieur ou en zone à risque. On utilise les mêmes types d'adhésifs que ceux qui sont posés sur des carlingues d'avion. Hmm. Il y a des avions qui sont peints et d'autres qui sont recouverts en partie d'adhésifs. Et donc, ces adhésifs doivent résister en termes de couleur et de résistance à des environnements qu'on ne peut pas imaginer très haut dans le ciel, etc. Donc, voilà, on peut utiliser toutes sortes de supports qui font qu'on a une durabilité Hmm. sur laquelle, enfin, que l'on sait mesurer. Ok, ça marche. Allez, on avance bien dans ce podcast. On a la troisième partie et pas encore la conclusion, mais troisième partie intéressante parce que la question qu'on se pose toujours quand on investit dans quelque chose, c'est son retour sur investissement. Est-ce que c'est à perte ou pas? Bon, je pense que déjà avec ce que nous a partagé Loïc, vous commencez à percevoir que il y a des effets, mais je souhaitais aller creuser un peu plus ça. Alors, Loïc, on a parlé de laboratoire. Est-ce que tu peux, hein, vraiment en toute confidentialité, hein, l'objectif, c'est pas de trahir la confidentialité de tes clients, mais est-ce que tu peux citer des exemples d'environnement où il y a une application du management visuel, de métier ou de taille d'entreprise ou voilà, d'environnement? Oui, les plus petites PME sur lesquelles j'ai travaillé, la demande a été faite au moment du déménagement de l'établissement principal avec une partie atelier, une partie bureau, et où le directeur et l'équipe de direction souhaitaient avoir un environnement qui parle de lui-même, qui raconte l'histoire du métier. Ils étaient sur une niche, quelque chose de très complexe à expliquer, malgré toutes les plaquettes, les sites web, enfin tous les outils de communication. Ce qui se passe au sein de l'entreprise n'était pas forcément simple. Et donc, pour appuyer, pour les accompagner dans les visites de l'établissement qu'ils faisaient très, très régulièrement avec leurs clients ou leurs prospects, on a habillé l'intégralité de l'intérieur avec des codes couleurs, avec une approche, donc j'ai fait ça avec l'architecte aussi, je travaillais avec l'architecte, sur une façon de poser des couleurs pour bien signaler les zones, les espaces de travail, les univers différents, et accrocher à chacune de ces zones sur un support complètement intégré à l'environnement, un minimum d'explications visuelles à partir d'une photo, quelques mots-clés qui permettent de servir de support à celui qui fait la visite. Mm. Donc, il a quelques mots-clés, il rebondit dessus, il fait une visite. Ça permet aussi, lorsque le responsable de la visite n'est pas là et que l'opérateur, lui, doit expliquer son métier, eh bien, plutôt que de partir dans un détail, parce que c'est très compliqué d'expliquer un métier et de l'intégrer à l'ensemble, voilà le Mm. panneau que l'on met en place, donc l'accompagnement du parcours de visite. Donc ça, on travaille souvent sur des parcours de visite parce que c'est un sujet très, très intéressant. Mm. C'est à la fois aller chercher le savoir-faire de l'entreprise, le mettre en évidence dans le code graphique de l'ensemble de l'entreprise et de l'espace, de l'atelier dans lequel ou de la zone dans laquelle il est affiché. Mm. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'intéressant. TPE, hein, là on est TPE, petite Là, on est sur une entreprise, voilà, mais petite métier entreprise. spécifique, niche, et qui est pas facile à faire communiquer, et avec des Absolument. visites clients, Voilà. donc quelque part On met plus en valeur.
plus le client va comprendre le métier et il va comprendre peut-être la complexité du métier, plus potentiellement, ben, si je veux raccourcir, hein, ben, il va se dire, waouh, c'est tellement un produit élaboré que je vais l'acheter ou que je vais... Enfin, ça peut amener à la décision finale du client parce que On va le mettre en il va valeur. comprendre plus que soi-même, on aurait pu expliquer par des mots, mais les mots plus l'image va, entre Ouais. guillemets, aider le client à se faire une image de la valeur qu'il peut mettre dans le produit qu'il potentiellement il va Par acheter. exemple. On Ok. va l'habiller. On fait du packaging, en fait. On fait du packaging non pas sur un produit final, mais sur l'entreprise elle-même, sur chacun de ses ateliers, sur chacun de ses départements, etc. Mm. Donc, ce genre de choses, je l'ai fait pour de l'entreprise de production, de la PME de production, pour une société de services, d'assurance, qui reçoit du public, un espace médical aussi, qui reçoit du public. Comment est-ce qu'on guide les gens? Ils sont dans un univers médical, c'est pas forcément rassurant. Ils ont peut-être des problèmes de santé. Comment est-ce qu'on les reçoit? J'ai travaillé aussi dans l'univers du décès, un espace de crémation très très particulier, avec des publics très divers qui se croisent, très nombreux parfois, avec des gens qui sont dans des sentiments absolument très très forts parce qu'ils viennent juste, c'est la première fois qu'ils viennent dans un espace comme ça, et d'autres qui au contraire, ça fait 8 jours, 10 jours qu'ils sont habitués, ils ont passé toutes les procédures et ils sont sur la fin. Tout ce public-là se croise. Comment est-ce qu'on les reçoit? Comment est-ce qu'on les fait se croiser? Comment est-ce qu'on communique? Comment est-ce que l'espace les accueille? Comment est-ce Mm. que l'espace leur fait attendre l'arrivée de quelqu'un qui est peut-être pris ailleurs? Comment est-ce qu'on les rassure, etc. Mm. Le management visuel va se poser à tous les moments où on place une personne dans une certaine situation, dans un espace donné, où elle va avoir une question à laquelle répondre. Vers où je vais? Qu'est-ce que je dois faire? Qui je dois attendre? Qu'est-ce que je fais de moi? Comment je me pose? À tous ces moments-là, dans l'entreprise, il faut surtout qu'il n'y ait pas de questions laissées ouvertes à celui qui rentre. Il faut qu'il soit accueilli, qu'il soit entendu, qu'il soit compris. Donc, on essaie d'anticiper tout ça. Donc, le Mm. management visuel peut couvrir vraiment énormément de réflexions. Et donc, voilà, tout l'accompagnement sur les plus petites équipes, c'est fait surtout sur l'organisation visuelle et l'habillage visuel des espaces et de Mm. l'information à transmettre. Mm. Ok. Bon, c'est intéressant parce que ça donne une autre dimension des exemples cités avant. Euh, et est-ce que si tu avais un exemple fort d'avant et d'après. Peut-être un exemple qui t'a touché, ou alors qui t'a touché peut-être justement par la réaction de l'entreprise, parce que par la transformation que ça a pu amener. Voilà, voilà. Si tu as un exemple. Ben, c'est la question un peu avant-après. Euh, Le premier site sur lequel j'ai travaillé, ensuite le suivant et tous les autres dans le domaine industriel où il y a vraiment une observation très accrue de l'absentéisme. Un collaborateur absent, ce sont des milliers d'euros par semaine qui n'existent plus, enfin qui sont perdus. Mm. Le temps qu'on le remplace, enfin bon, il y a plein de contextes, ça coûte très très cher, très très cher. Et très étrangement, les managers les pilotes, les gens qui m'achetaient ce travail-là, se sont aperçus que très vite, parce que l'accompagnement visuel se faisait aussi avec une dynamique particulière dans l'entreprise. Ça n'est pas le management visuel qui apporte le résultat. C'est qu'à partir du moment où une entreprise commence à réfléchir sur ces domaines-là, comment est-ce que j'aménage, comment est-ce que j'organise mon espace, comment est-ce que je donne des espaces d'échange plus efficaces, etc. Quand elle se pose un peu toutes les questions qu'on a balayées, il y a une dynamique managériale qui est forte, qui se met en place. Et le management visuel, il vient simplement compléter, il vient donner la forme, il vient donner l'habillage, un habillage à tout ça. Et on s'est aperçu qu'avec tous ces efforts conjugués, très rapidement, dans les 6 mois qui ont suivi, baisse de l'accidentologie, baisse des accidents, parce que l'on faisait au niveau affichage, sécurité, environnement, par exemple, baisse des accidents, baisse de l'absentéisme. Et très très vite, l'année suivante, moi, les conclusions que j'ai régulièrement, c'est Monsieur Langlois, vous savez, moi, travailler avec une agence de communication, c'est pas mon métier, je laisse ça au marketing. Mais par contre, je travaille avec vous parce que je sais qu'avec vous, je gagne de l'argent. C'est-à-dire, je n'en perds plus.
Mm. Et voilà, j'ai pas d'autres explications à donner. Mon métier ne se justifie que comme ça. Je suis pas une agence de com, je fais de la communication, je connais la communication, j'en fais pour certains de mes clients toujours, mais l'approche du management visuel est complètement en dehors de ça. Ça n'est pas une réflexion marketing, c'est une réflexion qui se glisse. Je travaille en collaboration avec les agences de com, je travaille en collaboration avec les services de communication intégrés, forcément. Mm. Mais on est vraiment sur un besoin très, très spécifique. On est sur un Mm. besoin d'efficacité. Oui, oui. Ok. Ben écoute, euh, ouais, c'est vraiment puissant. Moi, je trouve que plus j'avance, pourtant je te connaissais, hein. Je te connaissais, ben, je te connais au travers de nos échanges professionnels, voilà, je suis encore plus inspiré par, par ça. Euh, et justement, un des sujets, tu parlais de l'absentéisme, voilà, même des fois le turnover, hein, parce que je pense que une des choses des fois qui fait qu'on quitte une entreprise parce qu'on ne se sent pas bien dedans. Et des fois, mais d'avoir participé, collaboré, comme on l'a vu dans la partie précédente, ben, ça nous implique dans l'entreprise, ça nous fait faire partie de l'entreprise. Donc, on est moins détaché, en tout cas, et donc ça peut effectivement aussi peut-être limiter le turnover, l'absentéisme, ça a effectivement un effet puissant. Et il y a un élément qui est très important aujourd'hui, tu parlais de RSE tout à l'heure, tu as évoqué un tout petit peu le sujet, mais euh, qu'est-ce que le management visuel peut apporter à l'image de marque de l'entreprise, justement? Mais qu'est-ce que c'est que l'image de marque? On n'est pas sur un produit comme ces grandes marques de luxe françaises où la marque est travaillée forcément par la qualité des produits, mais beaucoup par la communication grand public, parce que la clientèle est là. Voilà, on va parler d'image de marque dans ce cadre-là. Dans le domaine industriel, scientifique, de la production, du service, etc., où l'image de marque est laissée au service marketing quand il y en a, l'image même de l'entreprise, c'est quoi? Mais c'est celle qu'elle se fabrique elle-même. Donc il y a une équipe de direction qui dit, ben moi j'aimerais que mon image, elle soit là. Ça, c'est l'image voulue. Et puis après, on s'aperçoit sur le terrain que ben, l'image, elle nous échappe un peu, que l'image entendue ou perçue, elle est parfois très loin de l'image voulue. Donc, comment est-ce qu'on fait pour regarder où sont les écarts? Comment se fait-il que l'image que je veux ne correspond pas du tout à l'image que j'ai en retour ou que l'on me donne de l'entreprise? Le management visuel, lui, il va aider à aller chercher les indicateurs de température de l'image à l'intérieur impliquant les équipes à l'intérieur, leur faisant porter l'image, on a aussi des retours incroyables. Moi, très très régulièrement et quasiment tout le temps, étant un acteur en dehors de l'entreprise, la parole se laisse aller. Les collaborateurs parlent un peu plus. Ils évoquent les questions qu'ils ont. J'ai un retour d'information très important et qui nourrit ma vision à l'intérieur de l'image. Euh, on est dans une ère de transparence. Aujourd'hui, on ne peut plus fabriquer un produit soi-disant magique en étant des sorciers derrière. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner une image fausse de ce qu'est l'entreprise. On est obligé d'être au plus près du produit, au plus près de sa réalité. Le management visuel met de la transparence dans tout ça. Donc, l'image qui est portée par chacun, si tout le monde est fier de ce qu'il fait, de son métier, de la façon dont il le fait, de la façon dont on lui donne les outils pour bien faire son métier, cette fierté-là, elle va sortir à la fin, elle va s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Donc, tout ce travail, tout ce que la marque dit, euh, l'interne dit beaucoup et elle structure cette image. On s'en aperçoit, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, un espace, quand on rentre dans un espace d'entreprise, si c'est sale, s'il n'y a rien, si c'est vide, si c'est creux, et qu'on s'attend à voir de la propreté, de l'organisation impeccable et de la dynamique, euh, on ressort de là, ça n'est pas bon le sentiment que l'on a. Et la discussion commerciale que l'on peut avoir après, elle ne sera pas bonne du tout. Euh, voilà, donner, je reprends les parcours de visite, avoir sur des emplacements clés, un moment où il y a des postes clés, où il y a des collaborateurs qui sont devant lesquels les visiteurs peuvent passer
avoir la possibilité pour un visiteur de dire, ah tiens, vous faites ça, c'est très intéressant, mais comment se fait-il que la machine que... Et d'un seul coup, l'opérateur, s'il a le temps, peut se retourner, répondre à une question, mais quelle fierté on va aller développer chez lui. Alors que s'il y a simplement des visiteurs qui passent avec un guide qui les emmène derrière, l'opérateur n'existe plus. On crée du lien entre les gens et le monde extérieur. On crée du lien entre les équipes internes. Bonjour, je travaille au service d'à côté, j'ai vu, tu fais ça dans ton métier. Ah bah tiens, c'est toi en fait qui me fournis tel document ou tel outil ou Mm. tel paquet. Je sais pas, je suis content de te connaître. J'ai un petit truc, je pourrais te poser une question. Est-ce que tu pourrais pas plier ça comme ça et comme ça, plutôt comme ça m'aiderait. Voilà, ça ouvre des tas de champs possibles et on ne les imagine pas, on ne peut pas les inventer. On ne peut pas se dire au départ, je vais monter un chantier de management visuel pour faire telle chose ou telle chose. On Mm. s'aperçoit on crée quelque chose qui nous dépasse et Mm. qui va dans le sens de la volonté que l'on a au départ, faire que tout le monde travaille mieux, dans le bon sens et Mm. développe l'image de l'entreprise. Voilà, c'est un produit très vertueux. J'adore vraiment moi qui m'a passionné. En tant Mm. que communicant, je trouve que c'est celui qui communique de la façon la plus juste et la plus précise sur l'état de santé d'une entreprise, sur ce Mm. qu'elle est. Oui, oui, j'ai. Mais de toute façon, si je t'ai invité dans ce podcast, c'est parce que même si on est dans des métiers très différents, on a une approche Très proche, très proche, très assez, proche. assez identique sur justement cette recherche cette recherche de s'adapter, de connaître l'entreprise, de connaître son histoire et de savoir où elle veut aller, de l'accompagner, d'être Mm. des passeurs dans cet accompagnement. Et je trouve ça, voilà, je trouve ça vraiment tellement intéressant et tellement puissant. Et, et vraiment, merci Loïc pour tous ces éclairages là sur le management visuel. C'est bien. Je pense que les personnes qui nous écoutent ont certainement une autre image de ces deux mots, management et visuel, associés ensemble. Moi, franchement, je retiens trois choses, si vraiment je veux faire court. Le management visuel, pour moi, c'est un assistant de management. Je le vois comme quelque chose qui est en place, qui est là, mais qui en fait est actif. C'est comme un manager, mais qui est quelque chose de physique, hein, enfin, je veux dire, du matériel ou autre, des couleurs, mais il y a une action, il y a quelque chose qui est là, qui agit comme un manager, c'est-à-dire qu'il peut avoir des changements de comportement. Il va pas être derrière à dire ouais, la règle, regarde, c'est ça, mais il va quand même pouvoir encourager à l'application de quelque chose, à l'application d'un comportement ou créer du lien entre des éléments. Donc vraiment, moi je le vois comme un assistant au management. Donc quelque part, c'est comme si vous aviez manager supplémentaire quelque part, Mm. mais qui est là, que vous payez pas, il n'y a pas de contrat. Vous le payez pas entre guillemets tous les mois, je veux dire, par la fiche de salaire. Mais voilà, je trouve que c'est super intéressant. Et le deuxième point que je retenais, c'était que euh, le management visuel, c'est un projet humain d'entreprise ou un projet d'entreprise qui implique l'humain. On peut tourner dans les deux sens, c'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est pas quelque chose qui se décide par le concepteur tout seul. Et puis, non, non, le concepteur, il va avec les équipes, il essaye de comprendre les besoins. Et donc, forcément, le résultat sera déjà plus proche du besoin, ça c'est certain, mais surtout amènera, comme tu le disais tout à l'heure, des changements de comportement. C'est-à-dire qu'en fait, puisque si je me suis impliqué dans la solution, je suis plus à même de l'appliquer, puisque j'en suis un des acteurs de la solution. Donc ça, nous en sécurité, on sait ça et tous les HSE qui appliquent ça, ils obtiennent d'excellents résultats parce que voilà, ils ne font pas sur tout, mais quand ils impliquent les équipes dans la solution, c'est beaucoup plus Ouais, puissant tout que à fait. d'apporter soi-même sa réflexion qu'on s'est fait dans son bureau tout seul. Voilà, ça n'a pas du tout la même ampleur. Et donc, et dernier point que je retiens, c'est que, eh bien, vous devez vraiment étudier ça parce que c'est un investissement, mais vous avez un vrai retour sur investissement. Et surtout, on, tu l'as un peu abordé, mais c'est que ça va largement plus loin que simplement de la communication. Peut avoir des effets sur les ressources humaines, sur le turnover, sur l'implication. Moi, je l'ai vécu dans une entreprise où on l'a mis en place avec service marketing interne sur la qualité, c'est-à-dire Mm. sur les retours qualité.
absolument. Euh, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, les personnes se sentent impliquées. Et ce que tu disais, je terminerai sur ça, euh, la partie que tu évoquais sur la fin, où l'opérateur qui est sur une chaîne de production, il produit juste une petite pièce. Et il voit jamais l'ensemble, le produit fini. Il voit jamais l'élément. Lui apporter un élément de compréhension de ce qu'il fait dans un ensemble, mais c'est tellement puissant comme levier, parce que là, il voit plus la même dimension. Et Mm. son travail, il prend un sens, en fait. Parce qu'en fait, c'est plus je fabrique un produit à la chaîne, parce que des fois, il faut le dire, des postes industriels qui sont pas très glamour, hein. Le travail toute la journée, c'est passer, appuyer sur un bouton et tout ça. Mais quand on voit ce qu'on fait et qu'on le voit dans un ensemble, eh bien, c'est plus nous, je vais essayer d'être, j'allais dire, le premier truc qui me venait, c'est parce que des fois, il y a des ateliers, comme tu disais tout à l'heure, où il y a le côté à l'ancienne, ou le côté, entre guillemets, c'est pas péjoratif, je veux dire, mais le côté sale et le côté propre, hein. Le Mm. côté atelier et le côté bureau. Et en Oui, fait, c'est pas séparé. C'est un ensemble qui produit le produit final qui amène à la satisfaction client. Et oui, arriver à réunir tout ça, avoir des projets, un management visuel qui réunissent tout ça, ben, ça amène forcément que des résultats positifs. oui. Sachant que sans une équipe de pilotage à la tête du projet qui prend en main le sujet, Mm, qui ne le délègue pas, c'est-à-dire qui impose d'abord ses règles en disant, moi j'ai besoin de telle chose, telle chose, telle chose, tel indicateur, etc. J'ai besoin d'aller dans telle direction. Indispensable. Première chose indispensable. Tous ces pilotes, moi je les entends tous, je les ai toujours entendus dire, ah moi je ne sais rien faire, je ne suis que l'huile dans les rouages. mm, Le management visuel contribue à cette huile dans les rouages. mm, Donc, c'est une entreprise intelligente qui fait du management visuel. Mais en aucun cas, euh, la culture du management visuel a mis très très longtemps à s'imposer chez des très très gros industriels. Des très gros industriels qui avaient une façon de travailler à l'ancienne, où les chefs sont arrivés en prenant leurs responsables de département en disant, voilà, vous allez me mettre en place le Lean ou vous allez me mettre en place tel outil, allez-y et rendez-vous l'année prochaine. Ça ne marche pas. C'est pas vous allez me mettre en place, c'est nous avons besoin d'eux. J'ai besoin, donc nous avons besoin d'eux. Et comment est-ce que nous partageons tous ensemble cette responsabilité-là jusqu'au dernier maillon? Il n'y a pas un seul opérateur qui ne soit pas indispensable à la chaîne. mm, C'est aussi la magie de ces managers, de ces pilotes et de tous les efforts qu'ils font, dont je fais partie, le management visuel, qui savent expliquer à tout le monde que son job, il est unique et que sans lui, eh ben, la chaîne, elle ne fonctionne pas. mm. Ça, c'est très important. Donc, c'est vraiment la représentation, le management visuel, c'est la visualisation de ce lien très fort entre tous les collaborateurs de l'entreprise. Mm. Loïc, pour terminer, je vais te poser la question fondamentale de ce podcast. Ça signifie quoi pour toi conjuguer organisation et humain? Euh, pour moi, c'est indispensable. Depuis toujours, depuis que j'ai commencé mon métier, j'étais passionné très jeune par ce que je faisais. Le packaging, pour moi, le premier graphiste en packaging que j'ai été, a été passionné par ce qu'il découvrait là, la puissance de l'image, de la création graphique. J'ai été passionné par tout ça parce qu'on touchait, on voulait parler directement au consommateur final. Je me souviens encore de mon patron qui me disait, vous êtes sûr que la police de caractère, la famille de caractère que vous avez choisie pour ça, elle a bien le goût de menthe, de ce chocolat à la menthe que l'on va manger? Ou attention, est-ce que vous pensez que les rondeurs que vous avez fait là, ça évoque bien un shampoing pour femme ou un shampoing pour homme? Voilà, on avait à être au plus près possible de la vérité du produit et de ce qu'il devait faire. Et ça, c'est quelque chose qui a toujours été le maître mot de mon travail. Et c'est pour ça que j'ai travaillé essentiellement sur la communication interne ou sur de l'aménagement d'espace. J'ai fait de la muséographie aussi, je fais du stand. Ce sont des espaces dans lesquels des gens vivent, des gens travaillent, des gens échangent.
l'humain est au cœur de toute la communication sur laquelle je travaille. Et le management visuel est fantastique parce qu'il permet aux entreprises de se réapproprier leurs espaces. Donc c'est pour ça que au niveau humain, c'est quelque chose de très fort. On le constate tout de suite. Mais regardez chez vous, hein, vous repeignez le salon pendant voilà, dès que vous avez repeint et remis les meubles, d'un seul coup, c'est la magie dans votre tête. Et il s'est Mm. passé quelque chose d'incroyable. Ça peut même faire changer une vie ou faire basculer une humeur. Voilà. Et bien, le management visuel, c'est la même chose. Quand on vient, les murs, ils sont là tous les jours autour de nous. Ben, on va s'en servir comme espace de liberté, comme espace d'ouverture vers l'échange, vers l'autre, vers le bâtiment, vers l'image de l'entreprise. Et c'est vraiment un lien très fort avec l'humain qui est au cœur de tout, vraiment au cœur Mm. de tout. Ok, ben, vraiment merci Loïc pour cet échange. Je pense que voilà, ça va vraiment donner aux auditeurs des clés de compréhension et peut-être et certainement en tout cas, j'espère leur donner envie de s'intéresser au sujet. Alors pour les personnes qui nous écoutent, vers comment on peut te trouver, vers quel canal on peut les orienter? LinkedIn, c'est parfait. Site web, il y a une page web que je ne mets absolument pas à jour, qui n'est pas travaillée, qui n'a aucun intérêt tellement le sujet est vaste. Enfin, voilà, comme tu l'as compris. Le mieux, c'est une conversation téléphonique, une Hmm. rencontre. Voilà, donc LinkedIn avec un numéro de téléphone, une adresse mail, c'est franchement ce qu'il y a de plus simple. L'échange direct, c'est ce qu'il y a de mieux. Un catalogue, j'apporte un catalogue quand je veux montrer ce que je fais, que je peux laisser éventuellement, mais le catalogue n'est qu'un support à un Ouais, qui échange. doit être derrière moi là, il doit être sur les Voilà, étagères. voilà, ouais, ouais. C'est une conversation. Tout commence par une conversation de toute façon. Hmm. Ok. Voilà. Eh bien, écoutez, je mettrai les liens dans la description du podcast. Merci, Loïc. Merci à toi, Pascal. Merci à nos auditeurs de nous avoir rejoints aujourd'hui. N'hésitez pas à partager ce podcast si vous l'avez trouvé utile et à nous suivre pour plus de contenu sur la gestion de l'humain dans l'entreprise. À bientôt pour un nouvel épisode sur Premier Pas FOH.